7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour, quel est le rôle de l'OTAN dans cette guerre suite au déclenchement hier par la Russie des opérations militaires en Ukraine? Un sommet des dirigeants de l'OTAN est prévu aujourd'hui. Hier, plusieurs pays d'Europe de l'Est, membres de cette alliance politique et militaire internationale fondée en 1949, ont demandé l'activation de l'article 4 du traité de l'OTAN. Que stipule-t-il? Bonjour Guillaume Lasconge-Arias, vous êtes historien et vous enseignez à l'université Paris-Sorbonne. Article 4, article 5, on en parle beaucoup. Que stipule-t-il? Bonjour Guillaume Erner. Je pense que tout ça, il faut reprendre de la base, à savoir le traité de Washington de 1949. Le traité de Washington de 1949, donc signé entre 12 pays membres qui vont devenir les alliés, c'est-à-dire des alliés européens, autour de la France, de la Grande-Bretagne, de la Belgique et du Benelux, et puis rejoint par les États-Unis et le Canada, qui en fait réfléchissent à ce qu'on appelle la notion de défense collective dans un contexte qui est celui du début de la guerre froide. Et ils vont se donner deux choses. D'abord, la première chose, c'est l'article 5, c'est l'article de la défense collective, ce qui est un peu l'article des mousquetaires, c'est-à-dire un pour tous et tous pour un. Quand vous avez l'agression contre un allié, vous avez l'agression contre tous. Et ça, c'est à mon avis le point le plus important. Quand on parle de l'OTAN, on parle essentiellement de la défense collective. Mais en revanche, quand il y a une crise, et c'est ce qu'on a vu hier, les alliés peuvent aussi se rejoindre pour un processus de consultation. Et c'est ce que l'on a vu hier. Les alliés se retournent entre eux pour discuter quand des questions autour de leur indépendance territoriale, de leur souveraineté politique et de menaces directes contre leurs intérêts sont soulevées. Et c'est ce que l'on a vu hier quand la Pologne et les États baltes ont demandé la réunion du Conseil de l'Atlantique Nord. Dans ces circonstances, l'OTAN est perçue comme une menace pour la Russie. Comment cela s'explique-t-il, Guillaume Lasconge-Arias? En fait, la Russie n'a jamais véritablement accepté l'OTAN dès sa création en 1949. La Russie, en fait, a toujours, à l'époque l'Union soviétique, a toujours eu de cesse, ou n'a toujours désiré, finalement, affaiblir l'OTAN, et a considéré dans les années 1990, après la disparition du pacte de Varsovie, que finalement l'OTAN était tout aussi inutile que dans un monde qui avait un peu changé. Or, l'OTAN a su se réinventer. Elle a su se réinventer par des opérations, elle a su se réinventer par d'autres types de missions. Et aujourd'hui, on observe que l'OTAN n'a jamais été aussi forte, aussi attractive, paradoxalement, que depuis ce retour de la menace aux frontières, parce que justement, vous avez cet article 5, et que cet article 5 dit que, en cas de problème, les États-Unis aussi interviendront. Et c'est cela, en fait, qui justifie en partie la volonté d'un certain nombre de pays d'adhérer à l'OTAN. Ça signifie que si un pays, puisque en l'occurrence, tout est aujourd'hui imaginé, je ne dis pas que tout est imaginable, mais une attaque, par exemple, de la Pologne par la Russie entraînerait les autres pays de l'OTAN dans une mission donc de défense de la Pologne. C'est ça, Guillaume Lasconge-Arias? Tout à fait. En réalité, la mise en place de ce qu'on appelle l'article 5, c'est-à-dire l'article de la défense collective, s'appliquerait dans ces cas-là. C'est-à-dire que les alliés devraient collectivement et individuellement répondre à l'appel de la Pologne. Pour l'instant, l'article 5, dans l'histoire du traité de Washington, n'a été appliqué qu'une seule fois, invoqué une seule fois, dit-on, en septembre 2001, après les attentats du 11 septembre. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis, il n'y a jamais eu d'autres raisons, finalement, puisque aucun autre État allié n'a été attaqué. Ce qui est, deuxième anecdote, qui est tout aussi illustrative, lorsque la France a été attaquée par des attaques terroristes le 13 novembre 2015, la France a invoqué non pas l'article 5, mais l'article 42.7 du traité de l'Union européenne. Ce qui est donc intéressant, c'est qu'on a des modules aussi, ou des modes d'action, qui permettent à des alliés de demander l'appui de la collectivité et de mettre en avant un process de sécurité et de défense collective. Mais ce que vous dites est réel. S'il y avait demain une attaque, quelle qu'elle soit, par exemple même une cyberattaque d'ampleur, on pourrait avoir une invocation de l'article 5. Y compris du fait qu'il y a donc dans l'OTAN des membres divers. Certains ont une armée, d'autres n'ont pas d'armée. Chacun doit agir un peu en fonction de ses moyens, c'est ça la règle? Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, les pays sont tenus de devoir agir, mais agir selon ce que dit le texte, selon les moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre. Le terme en anglais, c'est « as deemed necessary », c'est-à-dire
temps que nécessaire. Et le lien est intéressant puisque, par exemple, l'Islande, qui n'a pas d'armée, mettait pendant la guerre froide à disposition ses pistes d'atterrissage pour permettre le convoyage des bombardiers stratégiques et des renforts américains, par exemple, vers l'Europe. C'est cela dont on parle. Aujourd'hui, est-ce que l'OTAN peut agir dans la guerre que la Russie mène à l'Ukraine? La réponse est simple, non. Non, parce que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. En revanche, les alliés, individuellement, ont déjà choisi d'apporter des soutiens à l'Ukraine. Vous voyez bien, par exemple, ce qu'a fait le Canada, ce qu'a fait la Grande-Bretagne, ce que font les Américains, ce que fait aussi la France, mais c'est de manière individuelle et non pas de manière collective. Donc c'est une forme d'aide, mais une aide mesurée. Et si l'Ukraine devenait membre de l'OTAN? Mais pour cela, il faudrait en fait déjà revenir sur ce que c'est que le process d'adhésion à l'OTAN. Ça prend du temps adhérer à l'OTAN parce que c'est certes un club toujours ouvert. L'article 10 a toujours été activé, c'est-à-dire la possibilité de la porte ouverte. En Uhum. revanche, on a un process qui prend du temps. Combien Et de temps? alors ça peut prendre plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Lorsque l'on parle de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN, on parle d'une promesse faite au sommet de Bucarest en 2008 Uhum. et nous sommes en 2022. Et vous pouvez avoir ce qu'on appelle ce plan d'action Alors ça veut vers dire quoi l'adhésion. cette durée? C'est un classement vertical? Non, c'est les efforts que fait un pays pour justement se rapprocher des normes économiques, politiques et démocratiques et militaires pour justement rentrer dans ce club. Alors démocratiquement, l'Ukraine y est. Économiquement, est-ce qu'il y aurait là des difficultés? Je ne sais pas, un niveau de corruption par exemple, qui rendrait difficile l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN? Lorsque l'OTAN réfléchit en fait à la mise en place de ce process, il faut bien réfléchir en fait aussi à la manière dont les budgets de défense sont transparents, dont le niveau de corruption est acceptable ou pas. Et puis il y a le contrôle démocratique des forces armées. Il y a tout un tas de choses qui sont importantes. Et puis il y a un mémorandum qui a été signé en 1995 sur les questions d'élargissement au sein de l'OTAN, qui dit aussi que un pays doit pouvoir régler pacifiquement avec ses voisins ces conflits. Ah, là c'est un point qui, semble-t-il, poserait problème aujourd'hui. Tout à fait, puisqu'on a l'annexion illégale de la Crimée, on a la question des républiques séparatistes du Donbass maintenant réclamées comme étant indépendantes, et c'est quelque chose qui est un problème à la fois pour l'Ukraine, mais qui est un problème aussi pour la Géorgie. Bon, mais on sait bien que l'histoire est injuste, mais ça veut dire que vous ne pouvez adhérer à l'OTAN que si vous êtes fort. Puisque si vous êtes en situation de faiblesse avec des frontières disputées, ce n'est pas le moment pour vous de demander à adhérer. Je crois qu'on adhère rarement sous la contrainte ou en période de guerre dans une organisation internationale. C'est quelque chose, à mon avis, très difficile. Et puis surtout, c'est que collectivement, est-ce que les alliés sont capables de proposer une garantie de sécurité collective dans une période aussi compliquée? Bon, mais alors tout ça, Vladimir Poutine le savait bien entendu, ce qui signifie que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'était évidemment pas à l'ordre du jour. Je ne suis pas certain que l'on sache véritablement ce que Vladimir Poutine euh, connaisse, sache, et que le lien avec l'Ukraine est probablement mené aussi par des calculs émotionnels et irrationnels. Merci beaucoup Guillaume Lasconge-Arias. Je rappelle que vous êtes historien et vous avez notamment publié À quoi sert l'OTAN, un article dans Questions internationales.